Lieutenant Panzer August von Kageneck. Le titre original de cette œuvre, c'est Lieutenant sous la tête de mort. Alors il l'a renommé, il nous explique dès le début que ce titre original le gênait parce que c'était mal compris, puisque c'était l'emblème, vous savez, des soldats de Panzer dans l'armée allemande. Ils avaient un écusson de tête de mort, et ils étaient d'ailleurs habillés en noir, ce qui fait qu'on les confondait très souvent avec des SS. Ils tenaient beaucoup à cette distinction, et que ce symbole de tête de mort était mal perçu, parce que dans l'esprit de ce qu'il nous dit, c'était moins la mort qu'on est apte à donner que celle qu'on est prête à recevoir pour son pays. Et c'est comme ça qu'il envisage de porter cet écusson-là, de prendre un risque énorme en fait pour son pays. Un avant-propos où il nous dit que il est très heureux que ce livre paraisse à l'occasion d'actualité sur la création d'un embryon d'armée européenne. Et il nous donne toute une réflexion sur le fait que désormais August von Kageneck s'est installé en France, qu'il est marié à une Française, qu'il est tombé amoureux de ce pays, il nous le dira dans le livre, lorsqu'il est allé 3 mois en garnison en France après la défaite de 40 et avant d'aller sur le front russe, et qu'il a souhaité y vivre après la guerre, et qu'il est extrêmement heureux selon lui que l'Union européenne, même si c'est pas dit textuellement, c'est ça qu'il ressent, et cet embryon d'armée européenne soit là pour stabiliser une paix qu'il voit aujourd'hui comme éternelle. Et évidemment, on a là quelqu'un qui voit la stabilité européenne à tort comme liée à cette structure, en tout cas comme étant quelque chose de bénéfique et d'heureux sur le long terme, alors que, ça j'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres vidéos, et il y a tout un tas maintenant de développement, d'archives déclassifiées qui démontrent que c'est en fait une situation où les pays d'Europe sont glacés dans leurs possibilités de toute façon, parce que c'est les Américains qui leur ont pris la main, qui les ont ligotés au final. Je vous conseille d'aller voir des vidéos sur le stratagème des chaînes pour vous rendre compte de ça. Il va tout le livre nous plonger sa perception d'une Allemagne qui bascule dans quelque chose d'atroce, avec une parabole, avec un manège qu'il a eu l'occasion de voir en Allemagne, qui s'appelle le rotor, et qui est en fait une sorte de manège où, une fois qu'on est dedans, ça utilise la force centrifuge, on est plaqué aux parois, et plus la machine tourne vite, plus en fait l'effet devient puissant, et moins il est possible de sortir de la machine. Et il nous explique tout au long du livre qu'il a eu l'impression, en découvrant ce manège, que c'était la parfaite illustration de ce que l'Allemagne avait vécu avec le régime nazi. Une sorte de rotor comme ça de plus en plus vite, et au moment où tout le monde se rend compte de l'horreur de sa situation, plus personne ne peut en sortir, ou en tout cas l'effort pour en sortir est affreux, et où on voit que chaque jour en fait d'autres n'en sortiront jamais, puisqu'ils y meurent en fait dans ce rotor. Donc c'est un peu ce qui va transpirer du livre. Et ce rotor, il l'associe à la folie de tout un peuple, plongé dans la folie par la faute d'un régime complètement fou. Il fait partie de la classe de 1922, c'est quelqu'un qui est né en 1922, qui va avoir 18 ans au moment où il entre en Russie comme soldat. C'est quelqu'un dont la Seconde Guerre mondiale va se passer entre ses 16-17 ans et ses 23 ans. C'est terrible. Il nous dit que c'est probablement la classe d'Allemagne qui a été la plus touchée par la guerre. Il y a le plus de morts. Sa riche famille, c'est un peu le dernier. Ses parents ont déjà 4 fils. Ils espèrent avoir une fille. Raté, c'est un 5e fils. Et donc il a 4 grands frères, notre ami Auguste. 4 grands frères. Et ensuite, ses parents arriveront enfin à avoir une sœur après lui. Et donc ils vont être 6 au total. Bon. Son enfance qu'il passe comme ça à la frontière française, ou ce qui était précédemment et peu de temps encore l'Allemagne, avec la Moselle, etc. Il nous raconte quelque chose de tout à fait étonnant. Et je vais vous le lire, c'est la première lecture du livre, pour vous voyez que c'est un lien, un petit élément d'info supplémentaire en lien avec le sujet de la vidéo qui va sortir là, à la fin du mois sur la chaîne du Cercle Aristote et sur ma chaîne. Donc il nous raconte son enfance paisible, bon bref, il nous dit ceci. Dans son domaine, un domaine où il joue beaucoup avec un parc, c'est des familles très riches qui ont des châteaux, des parcs incroyables, il y avait surtout la maisonnette américaine. Petite construction en bois, cachée dans les buissons, dans un coin du parc. À chaque angle, de petits escaliers et, au milieu, une simple plateforme. Je ne me suis jamais demandé pourquoi elle était là, qui l'avait construite et surtout d'où venait son étrange nom de Amerikanischossen, il nous dit en allemand, qui sonnait drôle dans cette vallée recluse de la Moselle. Beaucoup plus tard, j'ai appris que c'était un don des troupes américaines qui avaient fait, en 1918-1919, une très brève apparition dans la région en tant qu'occupants. Ils avaient bâti le petit pavillon de bois afin d'y donner des concerts pour la population et pour ma grand-mère.
qui s'était montrée généreuse en attribuant au commandant américain le Kronprinzesses, bon pardon j'ai aucun accent, hein, je sais pas lire ça, un mot terriblement à rallonge allemand, qui en fait se traduit par la chambre réservée, avant la guerre, au fils aîné du Kaiser. Et là on voit déjà, si vous voulez, des politesses échangées entre ces deux nations qui ont en fait énormément de liens. Vous savez que la communauté allemande, allez lire les émigrations allemandes aux États-Unis. La communauté allemande, au final, d'après Wikipédia, c'est tout bête, hein, l'encyclopédie en ligne, serait la première communauté sur 2 ou 3 générations, je ne sais plus comment ils le disent, mais en tout cas, la première origine des Américains en dehors du Royaume-Uni et des Anglais. Donc c'est quand même pas rien, surtout dans le Midwest, surtout dans les États du nord du Midwest. Donc une immigration allemande très importante. Donc forcément, ces liens sociologiques sont très importants. On a des familles, je vous en parlerai, des familles dans les hautes sphères qui gravitent entre les deux pays, États-Unis, Allemagne, qui parlent les deux langues, qui font le pont entre les liens bancaires, les liens d'entreprise, etc. Et on voit que là, ils se sont fait des politesses en 1918-1919. Probablement beaucoup plus qu'avec la France. Et vous verrez qu'il y a un élément qui après nous l'affirme. Son père, notre ami Auguste, est un général de brigade allemand pendant la Première Guerre mondiale qui a été fait prisonnier à la fin de la guerre. Et comme là on vient de voir que finalement sa grand-mère avait attribué la chambre du Kaiser à un Américain parce qu'en fait sa famille est très très proche des milieux dirigeants à la fois allemands et austro-hongrois d'avant la guerre. Alors c'est une situation assez étonnante, notamment voilà, ils avaient la famille du Kaiser allemand qui venait chez eux, etc. Il y avait la chambre du Kaiser chez eux, mais c'est pas tout. Son père était un ami intime de François Ferdinand, qui était, vous savez, le proche collaborateur de Guillaume II, qui a été assassiné. On nous dit toujours que la guerre de 14, c'est son assassinat de François Ferdinand. Et donc son père était même courrier liaison, si j'ose dire comme ça. En fait, il allait de Guillaume II à François Ferdinand avec des messages de l'un à l'autre. C'est quand même une position assez étonnante et unique pour comprendre les dessous de la Première Guerre mondiale, sur laquelle j'espère bien revenir en vidéo. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et donc lui, il nous dit qu'il était petit quand il a vu son père, qui était devenu très, très sombre après la défaite de 18, et qui se mettait à chercher au plus profond de tout ce qu'il pouvait avoir en document, comme un historien. Parce qu'il l'avait vécu de l'intérieur, quelles étaient les raisons profondes de cette atrocité de 14-18. Et son père, il se rappelle lui avoir dit, et l'avoir entendu dire souvent, qu'en fait l'Allemagne n'est pas du tout seule responsable, que cet assassinat de cet archiduc semble pas être pour l'élément, certes déclencheur, mais pas clé, et qu'il y a des volontés de part et d'autre des camps, et en particulier du côté de la France et du côté de la Russie. Et il rappelait à quel point son père n'arrêtait pas de dire dans quel pays a été assassiné Jaurès. Ça rejoint, vous savez, les éléments qu'amène Henri Guillemin dans sa conférence L'autre avant-guerre, où il dit que si l'Allemagne a été tenue comme responsable, c'est au tout du moins pas la seule. Et à quel point, ici c'était Poincaré en France, et puis les services secrets russes, et une partie des élites russes semblent avoir, en réunion dont on a maintenant des archives, ou en tout cas d'après ses recherches à lui, je me rappelle son expression, c'est sonner du clairon. En avant la guerre, en avant la guerre, en avant la guerre. Et même lui prétend que son père lui a expliqué qu'il y avait des livraisons d'armes de la France vers la Russie pour préparer cet affrontement. C'est un sujet vraiment clé et son père va être obsédé par ça. Il va l'étudier des années et donc voilà, je vous l'ai dit, il se rappelle petit avoir vu son père en parler très très souvent. La vision de l'occupant français suite à 1918 est perçue comme absolument détestable. Des Français qui cherchent à se venger, des Français qui abusent de leur autorité, des Français qui privent les Allemands et qui ponctionnent la population en fait de presque tout. Alors y compris eux, alors peut-être que lié à leur position, ça s'explique peut-être plus, c'est plus entre guillemets acceptable. Disons que c'est pas des pauvres, c'est pas des gens du commun. Là on est sur la très haute aristocratie allemande, très riche forcément, très à l'aise, qui vit dans des châteaux. Et donc l'occupant français qui leur vole pratiquement tout. Et ils racontent qu'ils galèrent à manger, quoi. Ils ont plus de vaisselle, la France leur a tout pris. Enfin bon, voilà, des choses simples, le linge, vous voyez, enfin, on leur prend leurs vêtements, bon. Donc ils détestent l'occupation française, qui prend fin vers les années 30, là où il se situe, lui, pour ses 8 ans. Donc il en a un souvenir comme ça d'enfant où ça a été très dur.
Il se rappelle ensuite que Hindenburg, vous savez, le monument allemand, qui a été l'un des deux dirigeants et le principal des deux, pardon, en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, suite à, voilà, c'est les militaires qui vraiment vont commander, et c'est Hindenburg qui va gérer la fin de la guerre. Donc c'est un peu le très vieux symbole de l'aristocratie militaire allemande, le très vieux symbole de l'Allemagne quand elle s'enlie à l'histoire prussienne. Et donc cet Hindenburg va visiter cette maison, puisqu'ils sont connus, ils ont des liens d'amitié, ils se connaissent. Il se rappelle petit comme ça, avoir vu Hindenburg, qu'il avait été très marqué. Hindenburg lui a dit alors mon enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors lui avait dit ben je veux être soldat. Et Hindenburg lui avait dit formidable, c'est très bien d'être soldat. Il se rappelle de ça comme quelque chose qui l'a beaucoup marqué, une rencontre incroyable. Ensuite, il voit Hitler entrer petit à petit dans leur vie, d'abord à travers la radio. Vous voyez, toute la réflexion dont je vous dis que finalement on croit vivre dans des démocraties et au final ce sont les médias qui créent chez nous les personnes qui ensuite vont artificiellement les faire entrer dans un sentiment de les connaître, le sentiment de les voir comme finalement centrales, et puis indispensable, et puis plus ou moins formidable, et voilà, alors que quand on va pas à la radio, on est un pauvre type du quotidien que personne ne connaît, et terminé. Donc l'idée comme ça qu'on aurait des démocraties où tout le monde a sa chance, ou je sais pas quoi, bon. Bref, c'est les gens qui décident et qui tiennent les grands médias, qui font défend les hommes politiques. Et là, en l'occurrence, la radio, c'est le média ultime. À l'époque, il y a pas supérieur. Les journaux, puis la radio. Et donc, Hitler rentre dans la vie par la radio. Et il a vraiment une famille dont il nous décrit vraiment se méfier beaucoup de cet homme, le voir comme quelqu'un d'excessif, mais en même temps dont certains arguments touchent forcément une famille conservatrice aristocrate allemande qui voit d'un bon œil l'idée de pouvoir réarmer l'Allemagne, mais dans une optique de pouvoir être une nation qui se défend, dans une optique de fierté liée à l'histoire, moins dans une possibilité d'attaquer tout le monde. Bon. Et donc il y a un peu cette ambivalence. Son père, voilà, marquera et sa mère marqueront l'idée que voilà, tout en ayant peur, certaines idées sont intéressantes. Et ça, c'est ce qui va de façon, j'ai l'impression, assez honnête, nous dire pendant un moment. Je vous apporte là-dessus une lecture, page 40. La plus grande confusion régnait en Allemagne. La République de Weimar se battait désespérément contre ses ennemis toujours plus nombreux. Les partis d'extrême gauche et d'extrême droite, le chômage, la dévaluation du mark, les cercles influents de la haute finance et de l'industrie. Important qu'on voit bien qu'ils sont influents et qu'ils existent. Et c'est une partie de mon sujet, la vidéo qui va sortir. Ceux-ci avaient perdu toute confiance dans le fonctionnement d'une démocratie parlementaire. Ils se familiarisaient de plus en plus avec l'idée de restaurer un gouvernement de droite, fort et autoritaire, soumis à leurs exigences. Et ça, vous savez, il n'y a pas qu'en Allemagne à cette époque-là que ça a existé, évidemment. Et on n'est pas à l'abri de penser telle que celle-là. D'autant plus qu'on est de plus en plus apte à déguiser finalement le régime démocratique plutôt qu'à le remplacer de façon ouverte. Et ça, c'est très très sympa. Si au final on peut basculer dans une dictature tout en continuant à dire qu'on n'a pas fait, je vous laisserai juge de ce que vous en pensez. Von Papen. Von Papen est un homme qui va avoir une énorme influence, qui va être vice-chancelier d'Hitler au début, qui est quelqu'un de parti conservateur allemand, mais qui n'est pas du tout nazi. Hitler va arriver au pouvoir en étapes, et d'ailleurs j'ai traité ça en vidéo. Je vous y renvoie. Et donc Von Papen est un cousin éloigné de sa mère. Vous voyez à quel point il est proche de milieux dirigeants, c'est assez étonnant. Et donc il rend visite à sa mère. Et lui se rappelle petit de ça, des discussions, la méfiance d'Hitler, Von Papen qui dit oui, mais on arrivera peut-être à faire un gouvernement où on le tiendra un petit peu à l'écart de décisions excessives, tout en utilisant son côté très populaire et très charismatique pour pouvoir relever un peu l'Allemagne. Et sa mère et son père dire après tout, bon, on espère que tout ça restera dans un juste milieu. Voilà un peu la pensée de ces gens. Hitler arrive au pouvoir, Papen est vice-chancelier au départ. On a une description dans le livre de la bascule de l'Allemagne dans la société nazie. Le drapeau nazi, accolé au drapeau bismarckien. Au début, son père refuse de le mettre. Il y aura des discussions, des disputes. On lui dit, voilà, il faut mettre le drapeau nazi sur le domaine, le grand domaine de son père. Voilà, à côté du drapeau bismarckien. Il lui dit, non, 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 moi je veux pas mettre ce drapeau. Bon, il finira par le mettre, après des disputes, etc. Rappel de manifestations dans lesquelles il a vu spontanément des gens sortir un drapeau rouge en disant ah bah le régime nazi, et d'un seul coup là la police nazie se jetait sur eux, des milices fascistes, et les tabasser, les rouer de coups, et voir ces gens-là amenés couverts de sang. Et ça l'a beaucoup marqué. Il a assisté comme ça à un tabassage de gens assez jeunes qui avaient
juste sorti un drapeau rouge dans une manifestation au début du nazisme. Il se rappelle que sa famille a des amis juifs, et que ça devient de plus en plus gênant, de plus en plus choquant pour eux, de voir que les discours anti-juifs sont de plus en plus importants, et notamment, ils sont proches de la branche des Rothschild autrichiens, qu'ils connaissent directement. Et ils sont gênés de voir que petit à petit, ces gens-là courent des dangers en restant en Allemagne. Et tout ça, c'est lourd dans la famille. Son père, notamment, alors qu'il fait des manifestations d'anciens combattants, va se voir insulté par des nazis, parce qu'autour de lui, il y a des anciens combattants de 14-18 qui sont allemands juifs. Et on leur intime l'ordre de les chasser, sinon on les menace de les tabasser, etc. Et son père défendra en public en disant il est hors de question que ces soldats qui ont combattu pour l'Allemagne, qui ont risqué leur vie pendant autant de temps en Première Guerre mondiale, soient exclus des commémorations de la guerre. C'est hors de question. Que juif ou pas, on s'en fiche. C'est affreux de faire ça. Donc son père défendra en public, et ça a été très tendu, etc. Bon. Au final, les nazis, lorsqu'ils créent la Ligue des femmes allemandes, une espèce d'organisation comme ça que les nazis veulent créer, proposent à sa mère d'en être la présidente. Donc sa mère, au début, elle est très hésitante, elle se dit qu'au final, bon, elle va accepter en essayant de faire quelque chose de l'intérieur pour calmer un peu les dérives. Et puis, au bout assez rapidement, elle se rendra compte qu'elle est prisonnière d'un système qu'elle ne peut pas du tout changer, qui la choque et qui la heurte. Je vous fais maintenant une lecture, page 62. Le jour où Hitler avait pris le pouvoir, il nous parle de sa mère. Il nous dit, elle avait fait sienne la devise. Alors elle est dite en anglais et on nous la traduit, c'est faites pour le mieux. Et il nous dit au final, beaucoup d'Allemands, c'est pareil. Faites pour le mieux. On peut pas faire autrement, le régime est au pouvoir, il faut essayer de l'influencer de l'intérieur, il faut essayer de, chacun dans une position qui est peu à l'aise entre deux, d'agir comme on le peut. Comme d'innombrables personnes de bonne volonté, elle pensait ainsi pouvoir influer sur les extrêmes, tout en servant sa patrie. Cette devise s'était révélée fausse et inopérante. Pour mes parents, la preuve était faite qu'on ne pouvait pas composer avec ces gens, entre guillemets, les nazis bien sûr. Il ne restait plus qu'à rentrer dans le rang. Il ne restait plus qu'à attendre la fin de l'orage. C'est ce qu'on a appelé plus tard l'immigration intérieure. C'est des gens qui fuient à l'intérieur d'eux-mêmes, qui ne savent pas comment faire pour gérer la bascule de l'Allemagne. La révolte générale paraît impossible à cette époque. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Vous savez, les gens, ils essaient de faire de leur mieux en étant tempérés, la plupart du temps. Et le problème, c'est que de temps en temps, ça conduit à des drames. Que peut-on reprocher après coup? Je vous laisse juger, moi je suis pas là pour juger, je vous dis ce qu'il nous dit. Il nous raconte la suite de sa jeunesse, la perception des leaders du régime et d'Hitler qu'il a eu l'occasion d'observer longuement. Il nous raconte une journée où il discutait longuement, il était lui dans une foule à côté. Bon, je sais pas trop comment tout ça s'est produit. En tout cas, il a eu l'occasion de les voir discuter entre eux. Il voyait Hitler, Goebbels, Göring échanger. Pas loin de lui, il a longuement analysé leur visage. Ça reste des figures légendaires de la part au regard de quelqu'un qui a 14-15 ans à ce moment-là, qui est impressionné de sa jeunesse par des gens qu'on entend toute la journée être les redresseurs de l'Allemagne. Bon, vous voyez. Il fait son entrée dans l'armée à l'âge de 17 ans, en 1938. Il nous raconte la déclaration de malheur que sa mère lui a livrée. Je vais vous lire, page 79. Le 3 septembre, à midi, la France et l'Angleterre déclaraient à leur tour la guerre au Reich. Le soir, nous nous rendîmes tous à l'église de Wittlich, où le curé, notre ami, avait convoqué des fidèles pour une dernière prière désespérée pour la paix. Au retour, un terrible orage s'abattit sur nous. C'est un signe de Dieu, dit ma mère. Cette guerre est un crime et nous devrons le payer. Donc voilà l'ambiance dans la famille. Bon, il nous raconte son école militaire, il nous raconte que 2 de ses frères, plus grands bien sûr, participent à la victoire de Pologne et ils sont décorés, alors que lui est toujours à l'école. Il nous raconte qu'ensuite il va partir pour le front ouest, où il va être mis en réserve et où tout va se passer sans lui. Pas le temps de combattre, finalement, c'est assez incroyable, il nous dira, tout le monde est étonné, la France perd tout de suite, bon, on n'a même pas eu besoin de tirer un coup de fusil, il est dans une division qui n'est même pas allée au front. Et donc d'ailleurs, la rapidité de cette défaite est évidemment liée à de très nombreux facteurs, et j'en profite pour vous rappeler que j'ai traité en vidéo et que je continuerai à traiter l'importance de la drogue dans la société allemande à cette époque, une drogue invisible, inconsciemment prise par la société et l'armée allemande, et qui pour moi a des répercussions sur la possibilité d'être ultra efficace par l'armée.
l'idée que j'ai déjà là pratiquement terminé, il va falloir encore du temps, mais enfin, j'ai un peu reconstitué. On faisait des commentaires sur l'idée que je faisais des PowerPoint de qualité dans certaines vidéos. Je remercie les gens qui pensent ça. En tout cas, j'essaie. Et j'ai reconstitué les défaites de Pologne et de France avec les cartes, etc., les mouvements de troupes sous PowerPoint pour que vous voyez un petit peu les rapidités d'avance de troupes qui ne dorment pas pendant plusieurs jours. Ben, je m'excuse, mais enfin, quand on fait en plus le métier de soldat, je veux bien qu'on soit jeune et entraîné, mais enfin dormir. Donc quand on dort pas pendant 3, 4, 5, 6, 7, 10 jours, qu'on a des déclarations d'officiellement qui disent j'ai bougé ma troupe tous les jours pendant 17 jours, bon ben, il y a quelque chose qui a pu permettre ça, évidemment. Mais il n'y a pas que cet effet, il y a évidemment la radio. Radio là aussi, lien avec la vidéo qui va sortir à la fin du mois, où c'est ITT, je crois, qui a fourni les technologies nécessaires à la création des radios en Allemagne et au système de coopération, du coup, des coordinations entre l'aviation et les troupes au sol, qui est clé. Vous voyez, les avions repèrent quelque chose, l'expliquent aux troupes au sol, qui peuvent s'organiser pour prendre à revers les troupes et les dispositifs ennemis. Bon, c'est clé. Une troupe au sol qui a une résistance, qui appelle un avion pour détruire un blocos ou un char, l'avion intervient dans les 3 minutes. Bon, ben, je veux dire, c'est... Que voulez-vous de mieux, quoi, comme coordination? Donc ça, c'est évidemment des entreprises américaines qui ont délivré les systèmes pour créer ces radios. Évidemment, la trahison des élites françaises, je vous renvoie aux travaux d'Annie Lacroix-Rise, et d'autres raisons, c'est pas le sujet du jour. La guerre contre le Royaume-Uni n'en finit pas, mais elle lui apparaît comme étant lointaine, et avec les gens avec qui il est en liaison finalement, cette guerre est assez lointaine. Il ne la vit, lui, d'un peu près que parce qu'il a l'un de ses frères, l'un de ses 4 frères, Herbeau, qui est pilote de chasse, et qui commence à être un des grands héros de l'Allemagne à l'époque, puisqu'il commence à enchaîner les victoires, et il va obtenir sa 20e victoire aérienne. Son frère Herbeau, ce qui est un score extrêmement important, hein. Et c'est le 36e plus haut décoré soldat de l'Allemagne à ce moment-là, en personne, par Hitler, etc. Donc il a son frère qui est un héros, et qui combat au-dessus de la Manche et du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, et tout le monde espère que le Royaume-Uni se plie à la paix que l'Allemagne souhaite, et ça aussi c'est une chose dans laquelle je reviendrai dans une vidéo que je prépare. Au bout d'un moment, il y a l'invasion des Balkans. Donc bon voilà, je vous passe les détails, mais en tout cas, il combat pas là non plus, mais il rencontre un vieux diplomate, qui est un ami de la famille, encore une fois, quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans la diplomatie, je vous passe les détails pour qui c'est. Et voilà ce que cet homme lui dit. Alors, voilà, donc ce diplomate, Schubert, il me regarde longuement, parce que au départ, il lui dit, ce diplomate, alors mon petit, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en ce moment, l'attaque de l'Allemagne en Yougoslavie, etc. Donc, bon, voilà, notre jeune Auguste, il lui dit, bon, je pense que ça a l'air de super bien se passer, l'Allemagne a que des victoires, c'est formidable. Et Schubert, voilà ce qu'il lui dit. C'est le commencement de la fin, mon pauvre petit. En attaquant dans les Balkans, Hitler ne vise pas les Anglais mais les Russes. Dans quelques mois, ce sera la guerre avec la Russie et nous ne pourrons jamais la gagner. La connaissance parfaite des intérêts qui s'entremêlaient inextricablement dans cette partie de l'Europe devait donner raison au vieil homme politique. Sa prédiction se révéla exacte 46 jours plus tard. Hitler, lui, avait prévu cette issue depuis longtemps. Donc vous voyez qu'il y a des gens lucides à cette époque. La lucidité et l'anticipation sur les événements, ça existe quand des gens ont de l'expérience dans la vie. Et en tout cas, notre ami, du coup, il sort de l'école et au final, après tout ça, il est nommé lieutenant dans la 9e division de Panzer allemande, une division qui va être engagée en Russie, qui va commencer à partir 4 jours après l'attaque sur la Russie, qui est placée un petit peu en réserve au départ. Et il est chef d'un peloton de 9 chars, constituant un groupe de reconnaissance. D'abord, c'est la poussière. Une poussière qui ne disparaîtra jamais, sauf avec la boue puis le gel. Une poussière infecte, atroce, grasse, qui remplit les poumons, qui donne des difficultés à respirer, à se déplacer. Ils racontent qu'ils vivent dans des nuages de poussière. L'odeur affreuse de ce pays, l'odeur des cadavres, l'odeur de décomposition, l'odeur de brûler en permanence, des véhicules, des maisons, des bombardements. La perception des cadavres dans des différentes situations qui témoignent d'agonie abjecte, qui terrorisent tout le monde. Les bouchons dans des routes atroces en Russie, qui sont en fait des chemins de terre caillouteux tout minables. La chaleur, qui est harassante. Tout le monde cuit dans des chars, vous vous rendez compte, c'est des abris de tôle un char, il fait 60 degrés dans un char, c'est abject quand le soleil tape dessus. Un moteur qui chauffe en permanence à côté, ils sont remplis de mouches qui leur attaquent les yeux, ils peuvent pas s'en sortir. Les villages détruits, brûlés, aucun endroit où s'abriter. Les témoignages de
des combats qui les précèdent, puisque je vous dis, ils sont à 4 jours du front au début, donc bon, bah, ils passent derrière le front depuis 4 jours. Les tombes de soldats allemands, il nous raconte que c'est les tombes les plus belles. Plus la guerre avance, moins il y aura de tombes belles. Hein. Il a jamais vu de tombes aussi belles qu'au début, où on y met le nom du soldat, le casque, etc. Il arrive à ses premiers affrontements, et il vit une grosse bataille pour prendre la ville de Tarnopol, où il va assister, en fait, au final, à des massacres de Russes. Non seulement durant les combats, mais après, où il va apprendre ces soldats qui viennent le voir en panique et disant, voilà, mon lieutenant, les SS, ils tuent tout le monde, là, pas très loin. Ils ont rassemblé des populations, des femmes et des enfants, et ils abattent tout le monde petit à petit, c'est abject. Il y a des dizaines de milliers de gens rassemblés. Alors tout le monde est choqué. Il y a une partie de son groupe qui dit, mais c'est eux qu'il faut aller combattre, c'est pas possible, on peut pas tolérer ça, mais pourquoi ils tuent des enfants? De leur estimation, de ce qu'il a vu, lui, ils passeront à côté de moncellements de cadavres, de peut-être 15 000 femmes et enfants. Donc ils sont choqués, ils sont traumatisés, ils en parleront régulièrement de ça. Le commandant de l'unité SS Viking, qui est en question dans ce qu'il nous raconte, fut relevé un peu de temps après de son commandement, suite aux remontées de ce massacre abject. Et lui, il avoue qu'il sait pas trop si c'est un désaveu du commandement, ou si c'est un moyen de calmer la troupe, ou de faire penser aux soldats que c'est plutôt l'œuvre d'initiatives isolées que l'armée sanctionne, ou si c'est un moyen de tranquilliser tout le monde. Bon, ils savent pas trop, et ils sont complètement en colère. Ils reçoivent ensuite l'ordre de massacrer les commissaires politiques russes directs, même ceux qui sont faits prisonniers. C'est un ordre qui choque, et c'est un ordre qui nous explique qu'il est très heureux que des officiers qui sont choqués par ce qui se produit en Russie refusent d'appliquer. Et il reçoit un contre-ordre de la part de son responsable, n'appliquez pas l'ordre d'Hitler de tuer les soldats ou les prisonniers russes, quels qu'ils soient. Il nous raconte que les Russes à l'époque sont démoralisés, sous-équipés, très contents de se rendre, et que lorsqu'ils vont arriver en Ukraine, alors là ils vont raconter que les témoignages de contentement de la population sont permanents. Les Ukrainiens sont très heureux de voir les Allemands. Ils sont très généreux et ils se montrent très amicaux partout où il a pu passer. Il raconte que vraiment c'est un peuple qui les adore, quoi. Immense victoire de Kiev, puis direction Moscou, apparition de la boue. Ah, les descriptions sont... c'est la liaison entre la poussière et la neige. Ils espèrent la neige, ils attendent le gel, ils sont vraiment à fond pour qu'il fasse froid parce que la boue, ça ralentit leur avance. Ils racontent qu'ils font entre 5 et 8 km par jour au lieu de 30, et que ces kilomètres sont faits avec un besoin d'énergie qui est démesuré, qui épuise et qui écrase tout le monde. Chaque pas, je vous cite, mettre un pied devant l'autre demande un effort surhumain. Dans ces conditions-là, des véhicules qui s'enfoncent, ils doivent sortir de la boue, tout, c'est avec l'armée allemande utilise beaucoup les chevaux. Les chevaux s'enfoncent, les hommes disparaissent, on a des gens qui sont noyés dans la boue. Hein. Donc voilà. Et au bout d'un moment, les lignes s'étirent. Ils nous expliquent qu'ils attendent le ravitaillement par camion, les camions doivent faire 300 km pour les ravitailler. Bon, ça, c'est la fin de la logistique par camion. À l'époque, on espère, l'armée allemande compte entièrement sur des camions qui doivent faire 300 km par un territoire rempli de boue. L'apparition ensuite sur le front des Russes motivés, comme ils n'en avaient jamais croisé, ils racontent que c'est comme un second souffle. Il faisait un moment que tous les Russes fuyaient, se rendaient, un équipement pourri, des soldats démoralisés, des troupes qui ont l'air vraiment de seconde zone, voilà. Et d'un seul coup, des Russes motivés, avec un nouveau matériel, bien équipés, avec des super chars qu'on n'avait jamais vus, indestructibles. Donc là, la peur change de camp. 300 km de ravitaillement derrière, un froid qui commence à devenir très sérieux. Donc il y a une vraie bascule. Hein. Le problème des poux. Il raconte qu'un jour, il en a compté 70, rien que sur sa chemise. Et puis, le gel arrive, espéré car signe de la fin de la boue. Mais le problème, c'est qu'ils espéraient que ça reste doux l'hiver. Hein. Personne ne s'attend à ce que ce soit l'hiver le plus terrible que la Russie ait connu de mémoire d'homme, ou peut-être encore aujourd'hui. Pendant que les Russes sont très bien équipés pour l'hiver, eux n'ont rien. Donc au bout de roman, ça ne ressemble plus à des soldats. De l'avis de tous les officiers avec qui ils discutent, pour l'emporter, il faudra plus que de la vaillance et plus que de la chance. Tout le monde est épouvanté par ce qui se passe. L'immensité de la Russie les emporte. Quand il commence à faire moins 35, les véhicules ne démarrent plus, donc ils se retrouvent à pied. Donc ils ne sont plus qu'à défendre des petits hameaux avec quelques huttes encore non détruites pour pouvoir se réfugier dedans comme ils peuvent. On est dans de la survie stricte. Le jour de Noël, son frère Herbeau, qui a atteint sa 72e victoire aérienne, est abattu et blessé. Et il va mourir de ses blessures le 12 janvier, donc presque 20 jours plus tard. Au même moment, un autre de ses frères, Franz Joseph, va mourir le 27 décembre devant Moscou.
Ce frère, il a fait partie du groupe d'Allemands qui est allé le plus loin dans l'avance sur Moscou, qui est entré dans les stations de tramway de la capitale, et qui était très fier de montrer à ses camarades de son groupe qu'il avait trouvé un ticket de tramway direction Place Rouge. Donc son frère voilà, faisait partie des soldats les plus avancés et il est tué. En 3 lignes, on est au printemps. Rappel des immenses vagues humaines russes sur lesquelles finalement son unité a dû résister. Et je vous renvoie à la commentaire de lecture que j'avais fait de soldats russes Nicoulin, où il raconte le pauvre que lui il était artilleur soutenant les vagues russes et qui voyait des pauvres types attaquer sur ordre toute la journée, s'amonceler en collines de cadavres, et c'était des milliers, des milliers, des milliers d'hommes tués quotidiennement. Et donc là, lui, il nous raconte qu'il a vécu ces vagues humaines de Russes qui les attaquent. Les Russes n'arrivent pas à les percer, et il y a des amoncellements de collines de morts. Ils en sont même à penser qu'au bout d'un moment, ils auront tué tous les Russes, tellement il y a, sur toute la ligne de front, des assauts de vagues humaines, aussi incroyables, et qui ne marchent pas. Bref, nous voilà au printemps, rééquipement. L'équipement d'hiver arrive, il nous raconte que quand il fait bon, on voit arriver des caisses avec des manteaux, des gants, des bonnets. Voilà, une fois qu'il fait bon. Nouvelles munitions, nouvelles armes, nouveaux matériels, nouveaux chars, nouveaux camions, nouveaux véhicules blindés, nouveaux tout ce que vous voulez. Campagne de Stalingrad. Il appartient à une division qui est placée le plus au nord de l'offensive Fall-Blau, la campagne de Stalingrad. Des pertes énormes dans son unité. Des combats quotidiens. Et puis au bout d'un moment, son unité est commandée par un certain Gorn. Et le Gorn, je vais vous le rencontrer, vous savez, le Gorn fait partie de ces soldats comme on n'en fait pas. Des hommes comme on a pu en voir durant l'épopée napoléonienne. Des hommes comme je vous avais décrit au moment de mon explication de la campagne de Stalingrad. Comme Hub, vous savez, qui faisait des siestes au cœur des combats. Qui ne repoussait jamais d'une minute son repas, quelle que soit la situation autour de lui, sous le feu ennemi. Enfin bon, on a des hommes, on ne comprend pas comment une chose pareille est possible. Et on a là le Gorn. Alors, Gorn, je vais vous lire une petite lecture, la plus longue de ce que je compte vous rendre. Gorn, le nouveau chef du bataillon, un croix de chevalier, et un des plus célèbres durakurs de la division, donc un soldat hautement décoré. Un beau matin, le Feldwebel Gus Benz, qui commande la patrouille, donc voilà, peu importe, revient en trombe avec son automitrailleuse, vous voyez, c'est un petit Alfrak, un petit TKFZ allemand, en agitant le bras de loin. Major, les T-34, derrière moi, ils sont au moins 80. Donc là, c'est, voilà. Gorn n'est pourtant pas homme à s'affoler. Gorn, très tranquillement, le 88 à gauche sur la colline d'en face, la compagnie de chars à droite sur l'autre colline vite, la première compagnie de fusiliers dispersés des deux côtés de la route, la PAC, c'est les véhicules anti-chars, c'est les canons anti-chars, pardon, ici à côté de moi. Donc Gorn donne des ordres très très sérieux, pas de problème, 80 T-34, on va gérer. Mais nous n'avons pas terminé ce déploiement que les T-34 sont déjà sur nous. Ils fondent littéralement sur nos hommes avec nos chars. Sur notre beau 88, le 88 c'est le seul matériel qui était destructeur de T-34 à coup sûr. Les 75, c'était vraiment, il fallait avoir de la chance, et le reste de matériel, ça détruit pas. Donc ils ont un 88 sur lequel ils comptent beaucoup dans cette situation, puisqu'ils sont attaqués par 80 chars. Et immédiatement, notre beau 88 reçoit tout de suite un obus en plein fouet. De plein fouet sur lui, je vois voler des morceaux de chair humaine partout. Le canon est massacré. Je regarde abasourdi un T-34 poursuivre comme un lapin un de nos Panzer III, qui sont des chars qui font pas le poids, dans un champ de maïs, plié en deux sous le miaulement des obus russes. Je vois un autre T-34 accroché à un de nos chars qui commence à flamber. Je vois un homme transformé en torche se rouler dans la poussière. Je vois une de nos packs se casser comme un jouet sous les 45 tonnes d'un T-34 qui lui passe dessus. Donc là, on imagine cet homme dont l'unité est littéralement piétinée par 80 chars russes. Et tout son matériel explosé de toutes parts. Il reçoit des morceaux d'individus éclatés à côté de lui. J'entends le dernier râle du lieutenant Hund à côté de lui, dont un obus a tranché la gorge. Donc là, nous avons été surpris et nous devons nous battre de notre mieux dans cette situation. L'unité est littéralement écrasée par les Russes. Au bout d'une heure, les Russes se retirent aussi mystérieusement qu'ils ont surgi, en laissant quelques carcasses fumantes. Nos pertes sont bien plus graves. Le capitaine Hübner, chef de la première compagnie de fusiliers, pleure comme un gosse en faisant son rapport au commandant Gorn. Sa belle compagnie avec laquelle il a traversé le team il y a 2 semaines ne compte plus que 40 hommes, on imagine, sur peut-être 150 ou 120. Tous ces officiers ont été tués. Des accrochages comme cela nous ennument tous les jours. Les semaines qui suivirent, nous nous battions sans cesse, à gauche, à droite, devant, derrière.
Nous ressemblions, nous dit-il, aux croisés assaillis de toutes parts par les combattants d'Allah. Nous ne distinguions plus la nuit du jour. Dès que la bagarre nous laissait un répit, nous sombrions dans un sommeil de mort. Où étaient donc les limites de la résistance humaine? Nous avions cru succomber à la boue, puis à la neige. Maintenant, nous nous demandons combien de temps on pouvait se battre comme cela, sans dormir et sans manger. Christian, un ami à lui, avait été à nouveau blessé. Willy, mon ancien conducteur, tué. Office déchiqueté par un 76. 6 chefs de bataillon tués. Le général commandant la division grièvement blessé. La Luftwaffe ne nous aidait plus. Elle était appelée d'urgence dans le sud, sur le Don, devant Stalingrad, parce qu'ils tiennent une portion du front au nord, pendant que tout se passe plus au sud. Il fallait quand même tenir, nous dit-il. Du maintien de nos positions dépendait le succès de nos camarades dans le sud. Le soir du 25 juillet, mon tour de payer arriva. Nous avions atteint un village situé non loin de la rive occidentale du Don, au nord de Voronezh, pris 2 jours plus tôt par une division voisine. Le village s'appelait Bolchnie-Verika, bon peu importe. Nous avions délogé une fois de plus les Russes, et nous nous étions installés en attendant la nuit, dans les trous qu'ils avaient laissés. Gorn, donc c'est l'officier là qui va avoir un comportement, enfin je me demande comment c'est possible. Gorn me demanda d'aller voir sur les collines environnantes si nos autres compagnies avaient suivi. En revenant vers le PC, je vis brusquement une file de 8 chars T-34 arrêtés sur une colline en face. Ils s'apprêtaient visiblement à foncer sur nous. Gorn les avait déjà vus. Nous ne pouvions rien contre eux. S'ils attaquaient vraiment, me dit-il, il nous faudrait des Stuka, il n'y a plus d'anti-chars, ils ont plus de rien pour lutter contre ça. Donc là, ils sont dans une situation un peu désespérée. Vite, Kagenek, envoyez un message à la radio. Ils en ont peut-être encore des avions pour nous aider. Je saisis le petit calepin des messages radio et commence à écrire. De K-59 à 9e Panzer, demande d'urgence, support Stuka, sur l'Isière Sud, et bon, il dit voilà, le reste du message n'a jamais été écrit. Un obus de 76, le premier tiré par le premier des T-34 sur la colline, explose juste à côté de lui. Gorn et un autre soldat n'est pas blessé, mais lui, il reçoit l'obus en plein dans le dos. Et là, il nous dit un éclat avait pénétré sous mon oreille droite. Il m'avait fracassé la mâchoire et arraché les dents du côté droit. Comme un boxeur qui en a pour son compte, je gisais au fond du trou, inanimé et perdant mon sang. Comme on dit, en abondance. Gorn, qui a survécu à la guerre, m'a raconté la suite 20 ans plus tard à Munich. Il était sorti du trou et avait marché droit sur les chars russes très tranquillement, pour leur faire croire qu'ils se trompaient et qu'ils tiraient sur leurs propres hommes. Les Russes avaient effectivement arrêté leur tir. Pendant ce temps, 2 de nos hommes étaient arrivés sur place, m'avaient enlevé de mon trou et jeté dans un sidecar, une espèce de moto semi-neige là avec des chenilles, et étaient partis, et ils avaient réussi, grâce à ce stratagème de Gorn, très tranquille, qui va voir les Russes, arrêtez de tirer, on est avec vous, on est Russes aussi, les Russes, ah bon, voilà, c'est impensable une situation pareille, avec des uniformes et tout, on imagine que ça marche, et ces gens-là ont réussi à survivre, et ce Gorn, qui visiblement dans toute situation est très calme, arrive en tout temps à se tirer des pires ennuis, et à survivre à cette guerre. 9 mois dans des hôpitaux, 3 hôpitaux différents, 13 opérations pour lui reconstituer la mâchoire. 2 ans de vie à l'arrière où il va être employé comme instructeur de blindés. Il apprend la marche de la guerre dans cette situation-là, d'un hôpital à l'hôpital, puis ensuite comme instructeur de blindés. Conscience évidemment que la guerre est perdue, que le désastre de Stalingrad est une catastrophe dont l'Allemagne ne se rebellera jamais. Il assiste au bombardement monstrueux des Anglo-Américains sur les villes allemandes. Les Anglo-Américains, en bombardant des villes entières, ils ont conceptualisé l'idée de créer des tornades de feu auto-alimentées qui durent plusieurs jours à plusieurs semaines, allant à des milliers de degrés, et pensés pour faire fondre les parois des abris anti-aériens et pour tuer, en les brûlant vifs, un maximum d'habitants. Bref, je vous prépare une vidéo là-dessus, je m'excuse pour ces détails. Dire qu'on est allé loin, les ingénieurs anglo-américains, ils sont allés loin dans le truc, hein. Donc lui, il vit ça, il nous raconte un jour, il est terrorisé dans un bunker, dans un abri anti-aérien, c'est pire que la guerre, il nous dit, c'est impensable. L'atrocité d'un bombardement qui dure, au-dessus de soi, des explosions incroyables, à tout instant, les tympans qui éclatent, tout qui vibre, tout le monde croit mourir en permanence, entouré de femmes et d'enfants, bon. Il nous raconte la bascule dans la guerre totale déclarée par le régime nazi jusqu'au boutisme. Sa seule question est encore combien de temps des malheurs s'abattront sur son pays. Il nous raconte la journée du 20 juillet 1944, l'attentat d'Hitler, comment il a vécu cette journée, je vous laisserai découvrir le livre. Il y a une méfiance envers les aristocrates, une partie des putschistes étaient aristocrates, donc il est clairement suspecté.
il se demande s'il va pas être à tout moment arrêté et tué, quoi. Donc, ensuite, il est affecté à l'ouest, à la Panzerlehr. La Panzerlehr est une des plus fortes unités combattantes de l'Allemagne, où il y a beaucoup d'instructeurs de blindés qui sont envoyés. On y envoie les soldats les plus décorés, l'élite de l'Allemagne, les meilleurs matériels, les derniers chars Panther, etc. Il nous raconte des combats donc de retardement hein, contre les Anglais au début, puis contre les Américains après. Description des dévastations terribles de l'aviation alliée partout où ils se rendent. L'Allemagne est détruite, il n'y a plus de maison debout, plus une route qui tient, plus un pont qui est debout, enfin, rien. Il est nommé commandant de bataillon, et donc il coordonne des compagnies en essayant de défendre son secteur. Tous les soldats disparaissent, il perd les contacts, au bout d'un moment il n'y a plus personne. Son unité disparaît sous ses yeux. Et au bout d'un moment, on leur donne l'ordre d'essayer de fuir un encerclement géant d'une pince anglaise, une pince américaine qui vont se refermer comme ça sur eux. Et donc ils arrivent au bout d'un moment, là, au moment il reste plus que 5 km avec, entre les deux boucles de la pince, avec une ville que les Allemands tiennent, qui est bombardée en permanence, qui est un torrent de feu qu'on voit à des dizaines et dizaines de kilomètres au loin. Et donc ils arrivent du coup la Panzerlehr. La Panzerlehr est une division Panzer, hein, c'est un truc qui a compté des dizaines, de 15 000 hommes, vous voyez, hein, son effectif maximal et tout. Bon. Et donc là, il nous raconte qu'il se retrouve à 90. 90 avec 4 véhicules de combat, quelques camions qui ont presque plus d'essence. Et donc ils se disent que bon, il faut passer cet encerclement. Donc ils sont 90. Ils se souhaitent bonne chance. Et ils se donnent rendez-vous dans un tout petit patelin, à quelques kilomètres de l'autre côté de cette ville frontière, juste avant cet encerclement. Et donc tout le monde se souhaite bonne chance. Tout le monde y va comme il peut. Et au regroupement et au rassemblement après la ville, ils se retrouvent à 30. Ils fuient vers l'est. Et qu'ils rencontrent en fait ce qui nous décrit comme un continent, en déplacement. Des millions d'hommes littéralement en train de fuir sans savoir où se rendre. En se croisant, certains fuient l'est, d'autres l'ouest. Des civils, sans rien. Des prisonniers de toutes sortes, des Français, des Américains, des Anglais, des Russes, des travailleurs de camps de concentration. Entremêlés de gardes, de toute unité, de gens d'Allemands qui ne savent plus où aller, personne ne sait à qui commander qui, chacun a un ordre qui date de plus ou moins quelques jours, semaines, donné à la va-vite par un officier en désespérance. Un chaos indescriptible de gens abandonnés à eux-mêmes, partout, des villages et des villes dont plus une maison n'est debout. Ils vont se réfugier dans un massif montagneux au cœur de l'Allemagne qu'on appelle le Harz. Et ils vont combattre pendant 15 jours les troupes américaines qui essaieront de les déloger de ce massif montagneux. Ils nous racontent des combats quotidiens. Ils nous racontent une espèce de... Je sais pas, ils se posent lui-même la question, pourquoi est-ce que j'ai continué à me battre? Pourquoi est-ce qu'on... Tous les jours on a tué des gens? Il est écœuré de ce qu'il a fait et il se demande quel était le piège mental, le piège d'habitude, de croyances, d'ordre, un mélange de faut se battre pour sa patrie, mais en même temps tout est perdu, en même temps on fait des choses affreuses, on tue des gens, en même temps oui mais l'Allemagne est en danger, tout ça se mélange, le régime est un régime affreux, mais en même temps nous on va nous tuer parce que il raconte que les Américains à ce moment-là considèrent tous les soldats réfugiés dans ce massif montagneux comme des jusqu'au-boutistes, parce qu'ils ont bien vu que tous ceux qui voulaient se rendre se sont battus, et donc ils ont ordre de tuer les gens, les Allemands qui trouvent dans cet endroit. Et donc ils l'ont vu déjà, des Allemands qui essaient de se rendre, les Américains les ont tués, donc ils sont aussi piégés dans cette situation où ils savent que s'ils vont se rendre, ils vont mourir. Donc ils se battent pendant 15 jours jusqu'à la dernière munition, ils racontent, et qu'au bout d'un moment, ils ne sont plus que 5. Je vais vous lire, c'est page 180-181. Nos munitions et nos dernières conserves étaient épuisées. Nous nous cachâmes avec nos dernières voitures, dans les sous-bois. Seuls les renards pouvaient encore nous suivre. J'interrogeais mes hommes. Nous étions 5 maintenant. 2 lieutenants, un sergent et 2 soldats. Que faire? On ne pouvait plus se battre. Le soir, nous nous glissions au bord des petites routes qui sillonnaient le massif pour voir ce que faisaient les Américains. Ils passaient avec de petites patrouilles motorisées, une automitrailleuse, 2 jeeps bourrés de petits hommes étranges aux airs de trappeurs. Il était facile de leur tendre une embuscade, en tuant encore quelques-uns avec nos derniers Panzerfaust, et quelques munitions qui restent. Mais à quoi bon? N'étaient-ils pas déjà devenus nos alliés contre les Russes? Et ça, c'est une réflexion. J'en parlerai lorsque je vais faire une vidéo sur le Royaume-Uni et l'Allemagne, et les liens entre les deux. Il se développe chez beaucoup d'Américains, d'Anglais et d'Allemands l'idée que le véritable ennemi, c'est les Russes,
que les Anglo-Américains combattent plus le régime nazi que l'Allemagne, que l'idée que si le putsch avait réussi, une alliance était possible entre l'Allemagne et les Anglo-Américains, une fois que le pays allemand était débarrassé de ce régime de débiles, pour pouvoir combattre les Russes. Ça, c'est une pensée qui est très répandue, en fait, à l'époque. Qu'au final, les Anglo-Américains sont plus des mauvais ennemis, et qu'il faut se réconcilier avec eux contre le véritable ennemi, le Russe. N'étaient-ils pas déjà devenus nos alliés contre les Russes, nous dit Kagenek? N'étaient-ils pas de toute façon beaucoup plus proches de nous que les bolcheviks, qui de l'autre côté de l'Elbe achevaient d'écraser notre capitale? Ne fallait-il pas au contraire cesser toute résistance contre les alliés occidentaux pour leur permettre d'occuper Berlin les premiers? Il y a aussi l'idée que les Russes vont beaucoup moins bien traiter les Allemands que le feront les Anglo-Américains, ce qui est vrai, hein. Nous essayâmes de tenter, chacun pour soi, la percée à travers les lignes américaines pour regagner nos domiciles respectifs. Que va-t-il devenir aux autres, on n'en sait rien. En tout cas, lui nous raconte qu'il a réussi à se faire passer pour le patient d'un hôpital. Il a réussi à s'infiltrer comme ça. Il réussit à rentrer chez lui. Il arrive, comme il peut, tant bien que mal, à pied, dans sa propriété familiale, que je vous ai dit qui était à l'ouest de l'Allemagne, et il retrouve là sa mère, et c'est deux de ses frères qui sont encore vivants, qui vont eux aussi rentrer à pied, comme ils ont pu, de cet enfer, chez eux. Et donc, il dira finalement, à propos de ma mère, finalement, cette atrocité ne lui aura pris que 2 de ses 5 fils. Et ils se pensent tous qu'ils ont eu en fait beaucoup de chance. Qu'il n'y ait que 2 sur 5 qui soient morts. Une impression de déjà vu avec l'occupation française de 1920. Là, c'est l'occupation française de 1945. La zone française passe pour la plus dure occupée en Allemagne. Vous savez que l'Allemagne est coupée en 4 zones, hein, une zone américaine, une zone britannique, une zone française et une zone russe. Et ils disent même de la vie générale des gens que cette zone est encore plus durement occupée que celle des Russes, parce que dans la zone russe, il y a une volonté de transformation populaire moins que de vengeance. Parce que Staline donnera des ordres, finalement la vengeance on se calme. J'en parle dans ma vidéo sur la chute de Berlin. Et donc, vie difficile, peu de moyens, travail, dur, ponction de l'occupant à travers à peu près tout. On a une redite de ce qui s'était passé en 18. Son père, il nous raconte son père, il est très très triste de voir son père qui a vécu cette guerre depuis chez lui, trop vieux pour la faire, depuis la radio, depuis les journaux. Son père qui est résigné et sans prise sur les événements, durant toute cette guerre. En 1948, il prend le train pour traverser l'Allemagne et aller à Hambourg. Et là, il a vu son père, il se souviendra toute sa vie, il nous dit, de son père, dont l'impression intérieure paraissait colossale encore en 1948, à la traversée de l'Allemagne, qui est encore à l'époque un amoncellement de gravats. Des villes entières qui sont encore entièrement détruites. Des gens qui vivent comme au Moyen-Âge, sans toit, sans chauffage, sans rien, qui se relaient pour aller chercher de l'eau dans des puits creusés comme on a pu. Une pauvreté prodigieuse, une humiliation supérieure à 18. Donc son père est traumatisé parce qu'il lui aussi en fait, et tout le monde. Il nous raconte que son destin le hante. Il a en permanence des images qui reviennent, des massacres, des destructions qu'il a vues, l'image de son père devant les ruines de Hambourg particulièrement. Et le livre finit sur une rencontre incroyable, alors qu'il est reporter pour une télévision allemande en Afrique, des années après la guerre. Il fait la rencontre en Afrique de quelqu'un qui est un prêtre, d'origine alsacienne, et cette personne lui dit qu'en fait elle a été enrôlée de force par la Wehrmacht avec les Alsaciens, les pauvres, ils ont été pris, Grand Reich en avant, hein, ils se sentaient français, terminé. Hein. Et donc il a été incorporé de force dans la Wehrmacht, et il a été contraint dans une unité de la Wehrmacht anti-partisans russes et polonais, en fait de massacrer des Russes et des Polonais en permanence. Et donc il lui raconte qu'il a tout fait pour s'enfuir, de refuser d'obéir aux ordres, qu'au bout de roman on l'a menacé de le tuer, qu'il a eu 2 tentatives de fuite infructueuses, qu'on l'a rattrapé, qu'on lui a dit la prochaine fois on te tuera. Et donc ce pauvre malheureux, il est là, je suis devenu prêtre, je fais tout ce que je peux pour aider des gens dans le besoin, parce que je pense qu'une vie entière ne suffira pas à rattraper les atrocités que j'ai été obligé de commettre. Et donc notre Auguste von Kageneck il dit moi c'est pareil, hein, j'ai été obligé de massacrer des gens, j'étais pris dans une folie furieuse, infernale. Donc ils sont tous les deux là à se rappeler leurs souvenirs du cruauté infecte de leur service dans l'armée allemande et de leur participation à cette guerre horrible. Et ils se rappellent, ils mettent un CD avec une musique d'époque que les soldats allemands avaient possibilité d'écouter de temps en temps, au front, d'une artiste connue allemande, j'ai plus son nom. Et ils racontent comme ça qu'ils ont partagé un moment
en se rappelant comme ils ont dû le partager à des kilomètres de distance là-bas, de deux destins d'hommes plongés dans un enfer, dont ils ne savent que penser et dont ils sont tentés en permanence. Voilà ce que je voulais vous dire sur la lecture de cet homme au destin bouleversant. Merci à tous de m'avoir écouté, et on se retrouve très bientôt pour la vidéo qui sortira prochainement, d'abord sur la chaîne du Cercle Aristote, que je remercie encore chaleureusement, et ensuite sur ma chaîne. Merci à tous.